Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. À un peu plus d'un mois de la présidentielle d'octobre 2025, l'après-campagne bat son plein. Deux anciens barons du régime, désormais candidats, ont choisi de tester leur popularité dans leur bastion du Septentrion. Le 15 août, Issa Tiroma Bakari a rassemblé une foule enthousiaste de militants et sympathisants du FSNC dans la ville de Garoua. Quelques jours plus tard, Belbouba Maïgari, leader de l'UNDP, vient à son tour de faire une démonstration de force dans certaines villes de l'Adamawa et principalement à Meganga, à chaque fois accompagné d'une impressionnante cohorte de militants et sympathisants, parmi lesquels de nombreux jeunes conducteurs de moto, taxi. Dès lors, une question s'impose. Pourquoi ces candidats de passage dans la partie septentrionale du pays font-ils lever autant de foule en cette période de pré-campagne électorale? Est-ce le signe d'une réelle adhésion politique, d'un besoin d'alternance ou d'une mobilisation liée à d'autres logiques? Pré-campagne électorale, pourquoi fait-il autant de foule? L'honneur, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, nous accueillons une fois de plus Pierre-Paul Mobitan. Bonsoir Pierre-Paul, bienvenue à Douala, une fois de plus. Bonsoir, merci de m'accueillir encore une fois. Salut à tous les téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Bonsoir Maître Chilodio. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir au panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Merci de cette invitation. Jean-Robert Roffo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Permettez-moi de passer un petit coup de gueule en rapport avec l'actualité. Oui. En Côte d'Ivoire, on a vu le président Alassane Ouattara aller déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Il a dit, je le cite, « Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le RHDP, et à celui de nombreux Ivoiriennes et Ivoiriens qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années. » Et ça, je termine en disant, c'est ça le plus important, au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser, c'est-à-dire aller lui-même au Conseil constitutionnel, est également un rappel à tous que nous devons nous soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Se soumettre. Il dit se soumettre avec humilité. Que nous devons nous soumettre. Il dit au-delà d'un acte administratif. Le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons nous soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Je m'adresse au président de la République, M. Paul Biya. Merci. Voilà, Maître Achille Lejo, vous êtes là également. SDF, vous êtes votre parti, votre champion, le parti de la liste des 12. Comment, au niveau du SDF, ce qui se passe depuis quelques semaines dans le Nord, vous dites quoi? C'est la campagne? Est-ce que ça devrait se passer ainsi? Quelle lecture vous faites de ces événements qui nous viennent de la partie septentrionale du Cameroun? Serge Alain, permettez que de prime abord... Campagne, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Ce que vous voyez. Permettez, Serge Alain, de prime abord que je puisse saluer M. Moïse et lui dire merci de m'avoir retiré aujourd'hui des jouxtes, disons comme ça, des embouteillages interminables de terminus jusqu'à la brigade de Koulouloun. J'avais une descente en transport judiciaire avec le tribunal de première instance de la Bonanjo. J'étais obligé de garer, sorti de chez moi à 8h30 pour une descente à 11h30. Je suis finalement arrivé à 12h30. Vous voyez comment la République se porte en matière d'infrastructure routière. Ces gens-là, en ce qui concerne ces événements dans le Grand Nord, le SDF n'a pas à commenter.
le SDF ne s'y intéresse véritablement pas. Le SDF peaufine plutôt sa stratégie sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes déjà en campagne? Je vous pose la question. Est-ce qu'avec ce que vous voyez, c'est un air de campagne déjà? Est-ce qu'on est dans la loi? C'est Jalin. Ce qui est important aujourd'hui pour le SDF, c'est de recruter les agents électoraux, les représentants à envoyer dans tous les bureaux de vote le jour dit. Je vais vous répondre, mais cela, c'est mon analyse en tant qu'homme politique et non la position du parti. Je vous ai donné la position du parti. Nous n'apportons pas de jugement et chaque parti, chaque leader est libre de ses actions et de ses stratégies. Je pense tout simplement que ces partis politiques qui font aujourd'hui les choux gras de la presse dans le Nord en général n'ont jamais travaillé en tant que parti politique de l'opposition dans cette partie du pays-là. Ou tout du moins, ont très moins travaillé comme parti politique de l'opposition. Donc, ils sont en quelque sorte, et cela m'engage, complices des souffrances et des malheurs du peuple du Septentrion. Il est donc question qu'à quelques mois de l'élection présidentielle ayant démissionné, il est donc question, et stratégiquement même acceptable, qu'ils descendent sur le terrain maintenant avec la casquette de parti politique de l'opposition, tester leur popularité. Vous ne pouvez pas passer autant d'années comme parti allié et penser que vous pouvez aller à une élection présidentielle sans faire ce galop d'essai. Moi, j'appelle ça un galop d'essai. C'est stratégiquement acceptable pour leurs partisans et pour leurs sympathisants. Question de savoir si en revenant avec cette nouvelle tunique d'opposants, peut-être farouche pour certains, est-ce que le peuple pourra m'accepter ainsi? Alors, au vu de la déferlante foule que l'on observe à travers les réseaux sociaux, chacun peut tirer les conclusions. Maintenant, si aujourd'hui, monsieur, ça c'est une façon de parler, si aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'État, je vais dire le ministre d'État, secrétaire général à président de la République, si aujourd'hui démissionne et dans l'opposition et commence à bousculer frontalement monsieur Bia et le RDPC et qu'on pense qu'il est un opposant crédible, libre à tout un chacun. Nous pensons, en mon humble avis, que c'est une pré-campagne qui ne dit pas son nom, mais en réalité aussi tester leur maillage territorial, tester la fidélité des fidèles, tester la fidélité, permettez le pléonasme, tester la fidélité des militants, des sympathisants qu'on avait abandonnés pour être alliés. Aujourd'hui, on revient comme parti politique d'opposition. Bon, moi je pense que c'est un galop d'essai qui pour le moment passe, mais je sais que l'électeur camerounais, c'est un électeur stratège. Okay. C'est un électeur qui connaît que le vote, son vote, ça compte. Je dis, l'électeur camerounais doit tout simplement savoir que le hashtag que j'ai lancé reste et demeure tous sauf Paul Biya. Et si vous pensez que les 11 autres sont comme un menu, vous entrez dans un restaurant Saint-Jalin, on vous donne un menu de plusieurs repas, vous choisissez le vôtre et on vous sert. Vous allez vous mettre à l'aise. Les 11 autres candidats, considérez-les, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, considérez-les comme des menus. Faites le choix tout simplement et bien au soir du 12 octobre. Vous verrez que on aura un opposant, quel qu'il soit, qui émergera du lot et on sera à l'eau du changement tout simplement. Ok. Voilà, Pierre-Paul Moubitan, votre lecture, c'est quand même, comme je l'ai dit, deux anciens parents du système qui ont décidé de claquer la porte depuis quelques semaines déjà et aujourd'hui, ils sont accueillis, on va dire comme ça, à bras ouverts par cette population même qui a imposé un certain nombre de récriminations à l'endroit du régime. Comment comprendre cet amour subi pour ces anciens barons?
vis-à-vis de leur base, surtout, qu'il y a des choses à reprocher au régime. Alors, moi, la première chose que j'ai comme observation, c'est que, en tant qu'ancien membre du comité central de l'UNDP, Oui. je n'ai pas la même lecture que mon copanéliste tout à l'heure, Maître Chilejo. parce qu'il faut noter que l'UNDP, dans la partie septentrionale en général, et en particulier dans la Damaoua, l'UNDP est un mouvement qui est considéré là-bas par les populations comme si c'était leur parti naturel. Oui. C'est-à-dire, à la limite même, je pourrais dire, chez eux, c'est comme une église. Voilà. Il peut aller se promener prendre quelques écorces au village et tout, mais il revient toujours à l'église. Vous voyez? C'est un peu comme ça. Donc, sur ce plan-là, ces candidats, encore que Issa Chiroma était militant de l'UNDP, fondateur. c'est pour quelques incompréhensions avec M. Bello Bouba qu'il est parti. Il n'est pas d'ailleurs le seul. Et actuellement, on a vu par exemple comment un de ses bras droits, Oui. qui a claqué la porte et allé tout de suite fabriquer un parti comme on sait le faire au Cameroun, et puis qui a Deux, été... hein, pas un seul, deux. Voilà. Deux. Et très vite, ils se sont positionnés. Vous avez vu aussi qu'il a eu le malheur d'avoir été repoussé par des militants en colère qui n'ont pas toléré, par exemple, qu'ils aient un certain type de comportement vis-à-vis d'eux. Il faut faire très, très attention. En réalité, il n'y a pas de césure entre Bello et Issa Chiroma. Il n'y en a pas du tout. Sur la base de ce que je viens d'évoquer. Bon. Ce qui veut dire qu'il est possible que dans les jours qui viennent, on les retrouve ensemble, surtout si la population impose cela. Oui. Il On tend vers ça. C'est très probable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pourquoi cette idée est née en 2025? Pourquoi pas en 2018 Mais ou 2011? je ne sais pas Pourquoi 2025? elle existait déjà même avant même 2018. Mais ces deux-là ont accompagné le président Biya. Mais bien sûr, vous savez, c'est stratégique. Il peut arriver que vous soyez obligé d'accompagner quelqu'un parce que vous avez mesuré vos forces, vous avez constaté que stratégiquement, pour que votre parti vive ou survive, vous êtes obligé d'aller avec le plus fort en attendant que vous puissiez vous préparer convenablement. Et il est arrivé que dans le cas de l'UNDP, vous avez entendu le leader de l'UNDP lui-même le dire, la pression de la base militante l'a amené à prendre cette décision. Ça veut dire qu'en fait, même cette décision ne vient pas forcément de lui-même. De lui-même. Alors, donc, sur cette base-là, on peut dire que ce qui se passe dans la partie septentrionale aujourd'hui, c'est une sorte de regroupement de personnes qui en réalité se sentent dans un même parti, mais qui a tout simplement Une maison avec plusieurs chambres. Une même maison avec plusieurs chambres. Et je crains que la pression de la base de ces jours-ci, qui, si elle n'est pas bien, s'il n'y a pas une réaction positive de la part de ces deux leaders, eh bien, on risque de connaître un désamour entre la base militante de cet endroit et ces deux leaders, et ça peut créer quelque chose qui va conforter davantage le parti au pouvoir, parce que d'ailleurs vous avez vu, à la suite de ces descentes, de ces démonstrations, tout de suite aussi, le parti au pouvoir est descendu à Maroua au travers d'un de ses militants influents, pour qu'eux aussi fassent la démonstration de force, pour dire aux militants, eh bien, nous sommes ensemble. Ne vous gênez pas. Moi, je lis ça aussi comme ça.
nous sommes ensemble en réalité. Hein? Donc, nous aussi, comme les deux autres de nos amis ont fait, comme nous sommes ensemble, on vient aussi faire pareil. Donc, nous sommes ensemble. Puisqu'on ne peut pas savoir ce qui se dit maintenant dans les réunions privées et tout cela. Donc, il faut noter que ces événements, à mon avis, jusqu'à maintenant, ne changent en rien. Moi, j'ai été dans un meeting en Ngaoundéré il y a à peu près 1 an, 2 ans. Alors, pendant ce meeting de Ngaoundéré, j'ai observé le même engouement, la même mobilisation qu'on voit là actuellement. Il n'y avait pas encore... Oui, ils étaient encore membres du gouvernement. Et alors? Donc, je ne sais pas, moi, en ce qui me concerne, rien n'a changé du tout. C'est la même mobilisation, c'est la même préoccupation. Celui qui était maire de Pitoa, je crois, qui a quitté aussi l'UNDP, qui est allé avec Tiroma, qui est quitté de là, qui a maintenant créé son parti. Eh bien, moi, je pense qu'ils ont juste des problèmes d'incompréhension. Et vous savez que dans les problèmes d'incompréhension, on peut s'arranger très facilement. Hein. Il suffit seulement qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on gagnerait à pouvoir se remettre ensemble, et pour que tout de suite on se mette ensemble. Donc moi, je ne pense pas que ce soit des événements particuliers, ce qui est en train de se passer au Nord actuellement. Ok. Jean-Robert Rofo, aujourd'hui le Nord, on va dire, c'est le cœur du Cameroun bat de ce côté-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ces deux sorties de ces deux ex-membres du gouvernement qui ont drainé des foules. Au point où on a même vu l'attitude d'un sous-préfet, celui de Menganga en particulier, vouloir restreindre un peu les libertés de ce côté-là. Non, mais d'abord, je tiens à préciser une chose. Hein. On est en période de pré-campagne. Ouais. Il n'est mentionné nulle part dans une loi de la République qu'en période de pré-campagne, on ne doit pas faire de meeting. Ce n'est mentionné nulle part. Et le préambule de la Constitution dispose que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'interdit pas. Donc ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur droit de tenir des meetings en période de pré-campagne. Il faut que ce soit clair. Bon, ben maintenant, je dois dire une chose pour le regretter. Hein. Nous avons constaté la présence, n'est-ce pas, du gouverneur, je crois que c'était du Nord, à un meeting, n'est-ce pas, du RDPC. L'extrême Nord, vous voulez dire? De l'extrême Nord, effectivement. Ce n'est pas normal. Un gouverneur est une autorité administrative. Il a astreint un devoir transpartisan, un devoir d'équité, n'est-ce pas, un devoir de neutralité. Parce que, voyez-vous, de ce qui m'est revenu, sa présence a plutôt accru, n'est-ce pas, le mécontentement, n'est-ce pas, des populations de ce côté, qui se sont posé la question pourquoi. Même si on peut comprendre qu'il est militant, n'est-ce pas, du RDPC, mais le moment est mal choisi pour aller à un meeting du RDPC quand on est en période de pré-campagne, et même si on est en campagne. Parce que là, maintenant, on est en concurrence, les candidats sont en concurrence, le fait d'y aller, n'est-ce pas, le fait d'aller uniquement à un meeting du RDPC, c'est clair que ça va produire l'effet inverse escompté. Puisque les gens vont se dire, là, le voilà, quelles que soient les décisions qu'il va prendre, on va trouver qu'il est partisan. Bon, de la même manière, n'est-ce pas, on a signalé la présence des véhicules CA, n'est-ce pas, à un meeting de l'UNDP. Bon, je suppose peut-être que c'est la première fois qu'on voit cela, contrairement à l'autorité administrative, qui chaque fois partout sur l'ensemble du territoire national, cette autorité se croit obligée d'aller au meeting du RDPC. Donc vivement que l'UNDP, n'est-ce pas, essaie de corriger cela. Parce que quand vous avez un véhicule administratif, quand vous avez un véhicule CA, c'est pour l'utiliser dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. C'est-à-dire, vous pouvez laisser ces véhicules, prendre leur véhicule privé et accompagner, n'est-ce pas, la délégation de l'UNDP. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il est tout à fait normal que vous soyez avec quelqu'un hier et que demain vous soyez plus avec lui.
La vie politique, c'est un choix. C'est un choix. Si dans le cadre d'une alliance, vous vous rendez compte que celui qui préside aux destinées du pays et qui est censé faire respecter cette alliance que vous avez signée avant, qu'il ne le fait plus, c'est tout à fait normal que vous vous détachez. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Même en France, on a vu Macron, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque de François Hollande, se détacher de François Hollande pour aller créer son mouvement En Marche et battre campagne contre le Parti socialiste. Je ne vais même pas loin. On a vu Macky Sall et puis Abdoulaye Wade. Bon voilà, Macky Sall c'était un homme donc, de Abdoulaye Wade. Et puis à un moment donné, donc, il a dit ok, je me présente. Donc moi je pense que ça dépend d'abord du respect des thèmes contenus dans l'Alliance. Mais pourquoi, une minute, Jean-Robert Wafo, chez les Camerounais, ça a du mal à passer. Vous avez même suivi M. Achille Diop tout à l'heure, c'est-à-dire des ex-ministres, ils ne croient pas beaucoup, devenus opposants. Pourquoi ça a du mal à passer au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas vu... Justement, je ne peux pas dire... Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une question d'éducation politique, mais j'ai dit il incombe aux hommes politiques, n'est-ce pas, de savoir mieux s'exprimer, de savoir faire passer mieux leur message. Et effectivement, il y a des structures du parti qui sont là, n'est-ce pas, pour servir de relais, n'est-ce pas, chaque fois qu'on a des ambitions nouvelles. Donc, bon voilà, donc il ne faut pas faire un procès. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut... Parce qu'à un moment, au début, au premier jour, au lendemain de leur démission, on disait qu'ils sont également comptables du bilan du RDPC, on va le dire comme ça, ces ministres, qui est aujourd'hui devenu opposant. Mais écoutez, dire qu'ils sont comptables, qu'ils sont entièrement comptables, je doute fort, compte tenu de la structuration et du mode de fonctionnement, n'est-ce pas, du gouvernement de la République depuis 1982. Il faut qu'on le dise. On a bien vu un ministre dire que depuis 2019, il n'a pas tenu de conseil des ministres. Alors, mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On a vu, n'est-ce pas, certains membres du gouvernement, le ministre d'État, SGPR, n'est-ce pas, se transformer, se muer en président de la République, à travers notamment la fameuse délégation de signature, qui mentionne dans un de ses alinéas que le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, discriminera les matières à acheminer au président de la République. Donc, si ces ministres, à un moment donné, se rendent compte, n'est-ce pas, ils ont fait une alliance en 2018, et ils se rendent compte qu'en 2019, n'est-ce pas, il y a eu, n'est-ce pas, une délégation de signature au point où il n'y a presque plus eu, n'est-ce pas, de conseil ministériel, l'opportunité leur incombe. Ils peuvent d'un coup démissionner, c'est-à-dire jour au lendemain démission, comme ils peuvent décider, n'est-ce pas, de donner le coup de poignard le moment venu, le moment opportun. Tout est question d'opportunité. Ouais. Et moi, je ne vais pas trop m'appesantir sur le fait que hier, ils étaient ministres, aujourd'hui, ils ne sont pas ministres. On attend leur programme, on attend leur projet pour savoir s'ils sont effectivement et définitivement en rupture avec ceux qu'ils ont servi hier. Voilà, c'est tout. Et tout ça, et si leurs projets ou leurs ambitions vont dans le sens, n'est-ce pas, de l'intérêt, ou alors des intérêts, n'est-ce pas, de la population, mieux vaut 1 que 0. Voilà. Ok. Voilà, nous l'avons vu en image déjà. Aloïs Parfum, bonsoir. Aloïs Parfum, Normalement, il n'est pas encore avec nous. Oui. Merci de nous suivre en ce moment. Voilà, Aloïs Parfum, on va se jeter à l'eau tout de suite. Comment comprendre que ces deux ex-ministres du gouvernement John Gouté attirent encore autant de foule dans le septentrion? Quelle est la lecture que vous faites? D'abord, voilà, on va revenir. Voilà, Pierre Paul. Non, d'abord, Maître Achille Diop, je vous ai vu noter. Est-ce que lorsqu'on a servi un gouvernement, on ne peut pas devenir opposant radical? Pourquoi toujours des doutes?
est-ce que lorsqu'on a servi un gouvernement, Oui, on ne était peut au plus... service, ouais. Bon, On doute hein, de la capacité de ces personnes-là. Il y a le mot rupture qui existe quand même. On peut... j'ai un sentiment mi-figue, mi-raisin. Oui, pourquoi? Ça dépend de l'attitude du collaborateur, du chef de l'État lorsqu'il était dans le gouvernement. Serge Alain, tout à l'heure vous avez posé la question à l'aîné. Il nous a fait comprendre que c'était stratégiquement, ces rassemblements découlaient de la stratégie de ces deux partis politiques, de ces deux leaders. Et pour moi, je l'ai toujours dit, lorsque le mot stratégie en politique est souvent polysémique à plusieurs sens. On l'entend de plusieurs façons. Lorsque les faiblesses et les erreurs de certains leaders sont exposées, sont mises à nu, ils ont cette facilité de vous dire c'était stratégique. C'était stratégique, c'était la stratégie. Lorsque l'aîné dit, et il a fini par là, que entre Bello et Issa, c'est un problème d'incompréhension. Et que les incompréhensions sont les problèmes qui se règlent facilement. Mais je dirais, il faut faire attention. Entre Bello et le RDPC, c'est un problème d'incompréhension. Entre Bello et Tiroma, c'est un problème d'incompréhension. Ça veut dire que si aujourd'hui, on l'appelle, on dit que okay, désormais tu as carte blanche pour me voir à tout moment. Désormais, on va organiser les conseils ministériels. Ils retournent la veste. Non, il faut faire attention. Voilà pourquoi j'ai dit, Serge Alain, vous ne pouvez pas passer des années dans l'appareil gouvernemental avec un tranchant aussi tellement sévère envers ceux qui travaillent pour l'opposition ou au sein de l'opposition et venir croire qu'on va céder aussi facilement à votre discours. Il est libre, comme l'a dit quelqu'un, il est libre de se détacher du gouvernement et d'aller dans l'opposition. Et je dis, est-ce à dire qu'aujourd'hui, Serge Alain, il ne faut pas qu'on mène le peuple en bourrique. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, s'il démissionne aujourd'hui et qu'il rentre dans le combat diamétralement contre le RDPC, est-ce que vous n'allez pas moi, non, vous voulez dire que... Moi, je ne peux pas lui faire confiance, je le donc, dis je dis, si le ministre d'État, Ngongo démissionne aujourd'hui, oui, il décide de vous rejoindre dans l'opposition, vous n'allez pas l'accepter? On doit l'accepter, mais il ne jouera Alors, pas les premiers rôles. Il faut Ah, qu'on se donc, comprenne. c'est un Non, non. problème de rôle? Oui. Non, parce que ici, vous semblez dire que, bon, vous avez des doutes hein, Serge par Alain, rapport Serge aux Alain. deux ex-ministres. Je l'ai dit, et les Oui. bandes sont les témoins. Mais c'est maintenant que vous parlez des premiers rôles et tout ça. Non, je l'ai dit. Oui. Par le passé, sur ce même plateau, ces deux-là doivent aider, doivent se mettre derrière un opposant et le soutenir. Ils ne doivent pas jouer les premiers rôles. Voilà ce que je ne fais que dire depuis Serge Alain. Oui. Ils n'ont pas eu le temps de travailler le terrain comme homme politique. Comment ça? Non. C'était de Ils ont eu à travailler. Ils ont commencé comme opposants. Je l'ai dit en l'entame de Issa cette émission. Tiroma a été Ils opposant. ont très peu travaillé comme opposants. Oui. C'est ce que je l'ai dit, ma première prise de parole. Ils ont très peu travaillé comme opposants. Ils ont passé tout le reste de leur temps à travailler comme des partis alliés. Ça veut dire que même la stratégie sur le terrain était des stratégies des alliés. Aujourd'hui, ils redoublent d'ardeur pour se montrer absolument comme celui-là qui porterait la tunique de l'opposant et le vrai opposant. Nous disons que moi, je n'interroge pas leur degré d'opposition ou d'opposant. Je dis, s'ils doivent démontrer qu'ils sont redevenus, je dis bien redevenus des opposants, sur les 11 candidats contre celui du RDPC, qu'ils aillent soutenir un et dire, allez-y, nous vous soutenons.
mais pas jouer les premiers rôles. Ces gens-là, ils ont travaillé le terrain en tant qu'hommes politiques de l'opposition quand. Maintenant, je vous ai dit, c'est un galop d'essai qui apparemment leur réussit. Je maintiens mes propos. Ils ont été complices, directs ou indirects, des souffrances et des malheurs du peuple du septentrion. Si aujourd'hui, le nombrilisme politique leur sourit, tant mieux. Si aujourd'hui le slogan selon lequel il faudrait que le pouvoir retourne dans le Grand Nord, c'est ce que veulent absolument nos frères de cette partie du pays, tant mieux, c'est-à-dire n'importe qui pouvait ou pourrait venir malgré son, je veux dire, son actif ou son passif aussi sombre, venir vous présenter n'importe quel projet et vous valider. Est-ce que nous avons dit, ça c'est pour rectifier le grand frère maître Jean-Robert, le maire Jean-Robert, je n'ai jamais dit ici qu'ils sont entièrement comptables. Ils sont comptables du résultat ou alors de ce que le RDPC peut présenter aujourd'hui comme bilan. Souvenez-vous, sur ce plateau, j'ai eu à voir en face de moi certains représentants du RDPC de Douala 2e, que lorsque j'ai tiré sur la gouvernance de la mairie de Douala 2e, d'autres me disaient, vous le SDF, vous êtes également comptable. Pourquoi? Parce qu'on avait un adjoint au maire au sein de l'exécutif qui était mon grand frère Jean-Robert Wafo. Mais nous leur disons, nous ne pouvons pas être comptables de ce que vous dites parce que toute la direction, tout l'exécutif était inféodé à une seule personne qui est là, qui fait de Douala 2e sa maison. Vous n'avez qu'à voir les cris des peuples de Douala, des populations de Douala 2e avec toute cette mafia foncière qui se passe là-bas. Non, là n'est pas le sujet. Oui, oui, non, c'est pas le sujet. Non, c'est une parenthèse que je voudrais faire. Non, non, la parenthèse n'est pas bonne pour l'instant. Pourquoi ces gens-là? Non, non. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise que le peuple crie à Douala 2e? Non, non, on a un élément dessus. On travaille dessus. On est d'accord? Okay. On est d'accord. Voilà. On annonce une mission. On va d'abord suivre. Aloïs Parfumvoum, bonsoir. Bonsoir, Serge. Voilà, Aloïs Parfumvoum, deux ex-ministres comme ça qui drainent des foules dans le septentrion. Votre analyse? C'est tout à fait normal. Ils ont eu le flair, ils ont eu l'intuition, ils ont eu le sixième sens que c'était peut-être leur moment. Et ils ont senti, étant dans l'appareil, que l'un des principaux opposants serait éliminé. Et en politique, on profite de l'opportunité. Et il faut, quelqu'un a dit que même si c'est le diable, on prend d'abord. Et je crois que c'est ce qui s'applique actuellement. Parce que à l'état actuel des choses, aucun autre opposant ou bien de l'ancienne opposition ne peut faire mieux par rapport à la situation actuelle. Ça, c'est une vérité irréfragable et nous devons l'accepter et l'assumer. Et je pense que c'est pour cela que beaucoup de personnes, au regard de la configuration du Grand Nord, et que le parti au pouvoir a toujours eu 40% sur les 71% qu'il a souvent, je pense que c'est pour cela qu'il y a une bataille assez féroce de ce côté. Vous savez aussi que l'absence du Grand Nord lors des précédentes élections a entraîné un pourcentage assez élevé, même si ça a été frauduleux, de M. Biya et de son système. Donc c'est pour cela qu'ils ont eu un sixième sens et nous, au Forum républicain, nous n'hésitons pas à les soutenir parce que nous pensons qu'ils sont plus proches de renverser le système actuel que ceux qui sont là aujourd'hui. C'est pour cela que l'opposition ne doit pas être jalouse ou bien hésitante par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, sur le principe que personne ne fera pire que M. Biya et son système. Et donc, c'est fortement compréhensible. Et ailleurs, d'ailleurs, pour que l'opposition gagne, il faut que le système se désagrège de l'intérieur. Il faut que, et c'est ce qui s'est passé, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou bien dans toutes les démocraties,
où il y a eu des fortes dictatures, c'est à partir de l'intérieur qu'il y a eu des agrégations du système, et c'est comme cela que les alternances se sont faites. Donc il ne faudrait pas. D'ailleurs, il faut encourager les autres. Moi, si l'OMINAC aujourd'hui décide de quitter la barque, ça sera une bonne chose. Si le SGPR décide de quitter la barque, ça sera une bonne chose. Si Madame la Première Dame décide de quitter la barque, ça sera une bonne chose et ça va permettre de faire un mouvement. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, il faut le reconnaître, nous n'avons pas suffisamment de moyens. Le seul, ou bien l'un des opposants qui était le plus crédible à nos yeux, il a été empêché de s'épanouir. Donc, nous savons que la voie des urnes, elle est extrêmement difficile, elle est quasi impossible, mais dans les 2 ou 3% de possibilités là, il y a eu une faille cette année, celle des anciens ministres. Nous pensons qu'il faut les encourager, il faut les soutenir, et c'est ce que le peuple a compris. Mais au-delà d'eux, il y a aussi 2 ou 3 opposants qui se démarquent. Et nous espérons que d'ici le 10 ou bien le 15, ils vont trouver une candidature consensuelle, et nous allons nous engouffrer tous pour que enfin on parle du système actuel au passé. Il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle. Vous savez, la culture dans le Blanc Nord ne permet pas à l'opposition de s'y imposer sans les acteurs principaux. Pendant que, je ne sais pas, Cabral, Joshua, Maurice Kamto se concentrent dans le sud, personne d'autre n'a la capacité ou bien la ténacité à se mobiliser dans le Grand Nord de façon absolue. Parce qu'il y a une culture, il y a une façon de faire. Et l'avantage que nous aurons, c'est que cette fois-ci, Issa Chiroma et Bello vont bloquer le système frauduleux des 3 millions d'électeurs au niveau du Grand Nord, et ça peut permettre un électrochoc. Maintenant, des 2 candidats, il y a un qui doit laisser la place, et c'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Ok, merci Aloïs Parfum. Voilà. Il semble dire que c'est une opportunité pour l'alternance, qui est ces 2-là au niveau du Nord. Oui, votre avis, oui, je suis parfaitement d'accord avec lui, parce que ça va endiguer le système de fraude qui était mis sur pied, qui a été mis sur pied depuis des dizaines d'années, parce que chacun d'eux il y aura une mutualisation, même pas une mutualisation, il y aura une multiplication, n'est-ce pas, des opérations de surveillance de vote. Et pour revenir à ce que Maître Lejoux dit, non mais écoutez, c'est pas le fait d'avoir été allié à quelqu'un qui fait de vous son obligé. Il faut que ce soit clair. Mais on a vu le président Aïdjo fabriquer M. Biya. Et on a vu ce qui est arrivé à M. Aïdjo après, donc après au premier président de la République. Je ne suis pas sûr que quelqu'un même de l'opposition aurait fait pire au président Aïdjo, à son épouse et à sa première fille que le président Biya. Pourtant, c'est lui qui l'a donc fabriqué. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, la politique est dynamique. Il faut déjà retenir ça. Tous ceux qui veulent faire de la politique, qu'ils sachent une chose. La politique, elle est dynamique. Dans la cohérence. Je dis, elle est dynamique. Elle est dynamique. Je vais prendre, écoutez, je vais prendre un exemple simple. Ouais. Non, je vais prendre un exemple simple. C'est Marcus Mandeki qui aime bien dire que tout est dynamique. Je vais prendre un exemple simple. Quand il a fallu débarquer Hitler, les communistes étaient les adversaires, n'est-ce pas, des Occidentaux, non? Mais on les a vus se mettre ensemble pour débarquer Hitler et se regarder après. Comme aime bien à le dire le député Jean-Michel Nietzsche, si je suis en train de casser une porte pour retirer un ennemi ou un adversaire, et que le diable aussi s'approche tout près de moi, et se met également à casser, je ne vais pas demander au diable de ne pas casser. Je laisse d'abord le diable casser, et puis après on va se regarder, pour dire, bon, maintenant là, c'est comment? Mais, je vous dis, c'est le roi Nietzsche qui n'a de cesse de me dire cela. Et c'est la réelle politique. Mais, parfois, vous m'avez parlé de Monseigneur Yaouda, qui a dit, même si c'est le diable, c'est une figure de style. Pour dire, votez tout le monde, sauf lui. Bon, maintenant, quand vous avez 2 poids lourds, qu'on le veuille ou pas, c'est 2 poids lourds,
n'est-ce pas, du septentrion. Évidemment, moi, en tant que supporter numéro 1 du candidat de l'APC qui a été présenté par le Madidem, j'attends mieux. J'attends mieux d'eux. J'attends, par exemple, qu'ils se lèvent pour demander qu'on libère, n'est-ce pas, mes camarades de combat. Mais c'est quand même incroyable qu'attendent M. Bélé Bouba et Issa Tiroma pour demander la libération de M. Bibounissak. J'espère que ça va venir. C'est stratégique pour demander. J'ai précisé, j'espère que ça va venir. Du professeur Alain Fouquet, de M. Zamboué. Mais nous attendons de vrais actes. Et nous espérons que ils vont le faire. Parce qu'il faut réunir le plus grand nombre de suffrages. Et moi je dis, mais bon Dieu, je ne vais pas seulement interpeller M. Bélé Bouba et M. Issa Tiroma. J'interpelle également le président de la République. On a besoin quand même d'un acte d'apaisement. Pourquoi on ne peut pas mettre fin aux poursuites contre ceux-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport aux militants du RDPC qui ont incendié la maison d'un sous-préfet, qui ont bloqué la route Yaoundé-Douala? Mais donc, je vais dire quoi? Je dis, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je prends encore l'exemple de l'honorable Jean-Michel Nitieux. Chaque fois qu'on est en pleine stratégie, c'est toujours ce qu'il me dit. Il dit, mais Waf, tu sembles oublier que quand tu es en train de casser une porte pour retirer un adversaire ou un ennemi, si le diable vient aussi casser la même porte, il serait contre-productif d'empêcher que le diable casse. Donc, moi je dis, le système, quand vous dites qu'il faut quand ils partent de là, il faut qu'ils se mettent derrière un candidat de l'opposition. Soit, mais je ne suis pas tellement d'accord. Je vais prendre un exemple simple. Voulez-vous nous faire croire que si le ministre d'État, Marafa Amedou Yaya, pouvait se porter candidat, il irait se mettre derrière un candidat de l'opposition que moi je ne vais pas citer ici, qui n'est même pas su d'avoir 2%. Ça dépend des forces en présence. Ça dépend de l'opportunité. Ça dépend de la force de frappe de celui qui se présente face à l'ordre gouvernant. Il ne faut pas rêver. Okay. Et moi je dis, nous demandons, nous de l'APC, et ça une fois de plus je vais reprendre le monsieur, nous demandons aux populations d'aller retirer les cartes électorales qui sont dans les antennes de l'ECAM. À Douala deuxième, par exemple, il y a 10 000 cartes là-bas. Allez retirer d'abord vos cartes électorales, ne vous découragez pas. L'APC s'exprimera en temps opportun sur faut-il soutenir quelqu'un ou pas. Ok. Pierre-Paul Mobitan, on va sortir cette première partie. Il a parlé de l'opportunité, qu'il fallait bien que pour l'alternance, c'est une bonne chose qui est ces deux poids lourds là, de l'ESM, de la partie septentrionale. Je crois qu'actuellement, ce qui est récurrent, c'est qu'une bonne partie des Camerounais veulent l'alternance. Ça, c'est récurrent, c'est clair. Maintenant, n'oubliez pas que l'histoire a tendance à se répéter. Nous n'avons pas oublié 92. Et à cette époque-là, il y a eu une coalition qui a fait bouger les choses. Et je pense que c'est parce qu'il y avait une coalition qu'on a eu le résultat qu'on a pu avoir avec M. John Fundi comme candidat à l'élection présidentielle. Et cela veut dire que la coalition a un rôle très important dans des circonstances comme celle-ci. Mais le problème, c'est la complexité qu'on semble observer, c'est le fait que deux anciens ministres, et pas des moindres, qui ont quand même une certaine aura dans la partie septentrionale, eh bien, se sont démarqués entre-temps. Je voudrais dire au copanéliste, monsieur le maire, Wafo, que monsieur Bello, l'UNDP n'a pas rompu l'alliance avec le RDPC. C'est très bien de le savoir.
ce n'est pas encore rompu. Voilà, on va s'arrêter là, on va continuer. Donc, il faut que vous teniez compte de cet aspect-là. Okay. Et lui-même, M. Bello l'a dit. Et il a précisé que même quand cette alliance existe, dans le document, il n'est écrit nulle part que l'UNDP ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il faut tenir compte de tout ça. Voilà, dans un instant. On va continuer après le journal. Quand vous êtes candidat contre le président... Monsieur le maire Wafo. Rupture. Voilà, monsieur le maire Wafo. On continue après le journal dans un instant donc, qui vous sera présenté par Julien Berthe-Bissaï. Ce sera donc, après ça, Equinoxoir, deuxième partie. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités, Pierre-Paul Mobitan, Jean-Robert Wafo et Maître Achille Lejo, et bien évidemment Aloïs Parfumvoum à Yaoundé. Maître Achille Lejo, la commission Moussongué est à Douala. Discours de haine, on voit. La commission a été mise en place en janvier, créée par le président en janvier 2017. Mais on n'a toujours pas, on a comme l'impression que ça ne bouge pas de ce côté. Personnellement, on regarde ce que nous voyons. C'est Jean-Alain. Personnellement, nous pensons que depuis que cette commission a été mise sur pied, c'est comme si les discours de haine ont plutôt pris des proportions inquiétantes et on se demande quel est le véritable bilan de cette institution. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est une institution budgétivore également. Comment quelqu'un peut... Il y a des hommes politiques bien connus de la République qui sur un plateau de télévision disent « je hais tel ». Mais on ne fait rien, on reste tranquille. Il faut dire « je hais Kamto ». Il faut préciser. C'est ce qu'on a vu là-bas. Je hais tel. Et on reste tranquille. Et aujourd'hui, ils sortent. Moi, je m'attendais quand j'ai eu vent de leur descente sur le terrain ici à Douala, je m'attendais à des mesures fortes. Mais ils viennent plutôt, je m'attendais à ce qu'ils disent qu'ils ont engagé des poursuites contre tel ou tel. Nul n'est censé ignorer la loi. Ils viennent plutôt nous dire, désormais on va sanctionner. Ça c'est quel menu fretin ça? C'est trop fretin comme menu à servir aux Camerounais. Nous attendons plus que ça. Il suffit juste que certains hommes politiques qui sont dans le viseur des gens de Yaoundé essaye de glisser la langue, que toute la République se déferle sur eux. C'est pas bien. Et ça me permet également de faire un crochet avec ce musellement des opposants du Sud, du Grand Sud. Parce qu'on se rend compte que ceux du Nord sont dans une liberté d'action, de penser. Non, on ne va pas faire. Regardons ce qui s'est passé. Enlevons Nord et Sud. Ok. Voilà, on ne va pas. Cette liberté qu'on laisse à certains opposants, disons comme ça, et on muselle les autres, pensez-vous qu'un militant du SDF pouvait encore être en liberté aujourd'hui, mardi, ayant fait ce qu'on a vu là-bas, à Meganga? L'autorité de la République est passée où? Ces gens-là, je voudrais finir ce jet de... Ce premier jet. Ce premier jet avec une réaction sur l'incendie qui s'est passé à Newbel, c'est mon bastion électoral. Oui. Newbel Cimetière. Je voudrais dire aux populations, à mes frères de Newbel Cimetière particulièrement, que si elles considèrent les sapeurs-pompiers comme un mal, sachez que le sapeur-pompier, c'est un mal nécessaire. Aujourd'hui, la furie qui s'est abattue sur les sapeurs-pompiers, en réalité, pour moi, ne se justifie pas. Les sapeurs-pompiers sont plutôt la conséquence de nos infrastructures routières qui sont mal entretenues. Ils peuvent quitter ici en Godi, et pour arriver là-bas, les embouteillages, les bouchons et tout, ils vont faire comment, chère population? J'attendais que ces autorités, ces leaders politiques qui sont chargés d'entretenir le réseau routier, lorsqu'ils viennent dans les meetings à Douala, que vous vous comportez comme ça ou que vous les chassez. Mais vous allez voir, quand ces
autorités, quand ces leaders politiques vont arriver là-bas à Douala deuxième, vous allez plutôt vous asseoir, les écouter, ils vont vous mentir comme d'habitude, et lorsqu'il y aura un problème, vous allez tirer sur la mauvaise personne. Ce n'est pas les sapeurs-pompiers qui doivent entretenir les routes. Si les routes sont bien faites, il y a 5 minutes de Ngodi à Cimetière. Mais si on arrive ici à 2 églises, c'est l'embouteillage. Avant 2 églises, ce sont les bouchons, les nids de poules, ni d'éléphants partout. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Après, là-bas au Camberto, c'est toujours l'embouteillage. C'est les nids de poules. Ils vont passer en volet. Marché central, c'est l'embouteillage, les étals au sol, les marchandises au sol. Ils ne peuvent pas traverser sur les marchandises, encore moins sur les commerçants, pour arriver là-bas. Les sapeurs-pompiers, pour moi, dans cette affaire, c'est la mauvaise cible. Il faut cibler ceux qui, à Douala deuxième, font pleurer le peuple avec cette mafia foncière. On en reviendra. Ok. D'abord, Pierre-Paul Moubitan, cette revue, la commission Moussongé à Douala, combattre le discours de haine, c'est depuis plusieurs années que ça dure, qu'elle fait ses tours à travers la République, mais on a comme l'impression que rien véritablement ne bouge. Au contraire même. Ben, c'est toujours... on a l'air dans notre pays, un peu comme ça se passe avec la lutte contre la corruption, on crée des organismes qui sont en charge de la lutte contre la corruption, contre le détournement, contre le blanchiment d'argent et tout cela. Mais quand on va regarder les résultats, effectivement, on a l'impression que ces organismes n'existent que sur les papiers et on ne fait que payer les salaires des hauts cadres qui gèrent tout cela. C'est la même chose avec cette commission. Vous dites bien qu'elle a été mise en place depuis des années. 2017. Alors quels sont ses faits d'armes? Ça fait 8 ans déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait qui montre que elle est en charge de pouvoir regarder de très près cette question qui est pourtant fondamentale au Cameroun. La preuve, regardez ce qui se passe avec le laisser-aller au niveau du tribalisme, de la promotion du tribalisme et de cette haine dont vous parlez, avec des personnes qui tournent dans les médias à volonté, que même les médias ne veulent même pas censurer, parce que ces personnes viennent à haute voix venir dire un peu ce que j'ai entendu tout à l'heure, je hais tel, mais et c'est des parents d'enfants. Je suppose qu'ils ont des enfants, ces gens qui parlent comme ça, et que les enfants les regardent à la maison, et qu'ils sont en train de promouvoir la haine. Ils disent, quand vous dites, je hais tel. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si on n'a pas vu ça, ils n'ont pas vu. Mais je pense qu'ils voient, mais je me dis que c'est comme partout ailleurs, c'est à tête chercheuse. Ça doit être sûrement à tête chercheuse. C'est pour ça que les copanélistes ont dit tout à l'heure, mais si ça avait été tel, si ça avait été le SDF ou alors le MRC, est-ce qu'on aurait été aussi lent à réagir? Est-ce qu'on aurait laissé ça passer et tout? Moi, je pense que une commission comme celle-là, surtout coiffée par un ancien Premier ministre, quelqu'un qui a joué un rôle très important et qui le joue, je crois encore, sur le plan politique dans le parti au pouvoir, devrait quand même pouvoir montrer que le parti au pouvoir, les institutions qui ont été créées, jouent un rôle dans la régulation, y compris de cette liberté qui devient le libertinage. Moi, je suis souvent choqué quand je regarde un média et je vois des personnes qui tiennent un discours de ce genre-là. Et ils sont encouragés par les postures que prennent les responsables en charge de la gouvernance dans le pays, qui ne veulent pas sanctionner des personnes qui sont pourtant tous les jours coupables de comportements, je pourrais dire même malveillants. Alors ces institutions qui ne veulent pas agir encouragent ces messieurs-là. Et puis vous allez observer que ces messieurs en général, ils tournent dans les médias qui ont davantage des accointances avec le système en place. Et cela fait en sorte que les Camerounais sont de moins en moins, je veux dire, certains que ceux qui sont en charge de veiller
à la cohésion nationale, à la paix et tout cela, sont en réalité des personnes appropriées pour la question. Et vous savez très bien que lorsque vous n'arrivez pas à agir, même si la commission n'agit pas, pourquoi est-ce qu'un procureur de la République, je parle sous le contrôle de maître, mais est-ce qu'un procureur de la République ne peut pas se saisir des paroles de ce genre, d'une situation de ce genre, et interpeller? Je pense qu'ils ont quand même le pouvoir de le faire. La loi le leur permet. Alors, ils sont dans l'inaction. On vous interpelle et vous devez venir expliquer cela. Et c'est quand on sanctionne une personne, 2 personnes, 3 personnes, je pense que le reste va faire un peu attention. Mais quand on les laisse faire n'importe quoi dans des médias, et vous voyez comment les journalistes, par exemple, se délectent lorsque les gens avec beaucoup de passion, évidemment, animent cette haine, je pense qu'il faut faire très attention parce que la bête en l'homme, elle est généralement souvent confinée par le semblant de réflexion que les gens peuvent mener. Mais à un moment donné, il est possible que vous ne soyez plus capable de maîtriser cette bête. Et quand elle sort, quand cet animal sort, vous ne pouvez plus rien maîtriser. Nous avons vu des exemples partout en Afrique et tout. Et nous devons faire très attention en ce qui concerne notre pays, le Cameroun, surtout dans une période comme celle-ci où nous attendons des élections très importantes pour la suite de la vie au Cameroun. Donc nous devons nous contrôler, surtout nous autres qui avons une certaine maturité de la vie. La jeunesse nous regarde. Et quel est le message qu'on leur transmet donc tous les jours lorsque nous prenons les messages de haine? Que cette commission travaille effectivement. J'ai entendu dire, souvent les gens disent, bon, nous n'avons pas les moyens pour nous déployer partout et tout. Mais quand vous voyez des gens agir déjà dans le cadre des médias, c'est public, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous voyez très bien, vous regardez la télévision, vous voyez des gens qui animent la haine, qui animent tout ceci, et vous ne agissez pas. Vous n'allez pas dire que c'est pas parce que vous n'avez pas des moyens. Non, c'est tout simplement que, souvent, comme je l'ai dit, c'est à tête chercheuse. Quand celui-là est faible, on le frappe. Quand l'autre est fort, parce qu'il est dans les bonnes grâces, peut-être, du système en place, lui, on ne le frappe pas. Et malheureusement, les citoyens regardent ça et il faut faire très très attention. Voilà, Jean-Robert Wafo, je sais que vous également, vous voulez parler de plus d'un sujet. Il y a cette commission-là, discours de haine, cette montée en puissance, on va le dire comme ça. Il y a bien évidemment les sapeurs-pompiers, Douala deuxième. Vous connaissez, vous êtes un ancien élu de ce côté-là. Et peut-être la convention en la douane et certaines mairies de l'extrême nord du pays, avec la présence du ministre des Finances, lui Paul Montazé, à Marois. Mais d'abord, je vais commencer par les discours de haine. Moi, ce que la commission pour la promotion du bilinguisme, la commission Moussonga fait là, moi... Commission Moussonga pour faire court. Oui, pour faire court. C'est très long. On donne souvent le nom au patron. Commission Moussonga. Pour moi, ils sont en train d'agir comme les médecins après la mort. Les discours de haine ont été tenus sur plusieurs plateaux de télévision. Les gens sont même connus. Il y a un des promoteurs dont je ne vais pas faire sa promotion ici pour ne pas... D'abord, vous l'avez montré là. Et jusqu'ici, il n'a pas été sanctionné. Il n'a même pas été traduit devant une juridiction pénale. Pourtant, le tribalisme, c'est le ressort, n'est-ce pas, est du ressort du pénal. Ils n'ont rien dit. Donc, ici, ils sont venus juste aujourd'hui, toucher leur perdien pour justifier les dépenses. Bon, ben maintenant, pour les sapeurs, sapeurs, c'est vraiment déplorable, c'est triste. J'ai d'abord une pensée pour les familles qui ont été touchées par cet incendie. Et c'est vrai que ça pose un véritable problème. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, ici à Douala, parce que moi j'ai grandi à Douala, il y avait des bouches d'incendie. Où sont passées ces bouches d'incendie? C'est où? Effectivement, comme Maître Le Jour l'a dit, la circulation, la mobilité urbaine. Donc on fait un mauvais procès aux sapeurs-pompiers. Oui, bon. Mais eux aussi gagneraient à se ravitailler d'abord, à se plaindre à leur hiérarchie. Parce que, avant de quitter de là où ils sont, il faut quand même qu'ils aient, n'est-ce pas... mais vous posez également le problème des bouches d'incendie. Qu'est-ce qui...
qu'est-ce qu'il doit faire si jamais les habitations ont poussé? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la photo sapeur-pompier? Ils ne doivent pas attendre que la mort arrive avant de sortir pleurer. Bon, voilà. C'est sûr qu'ils prennent des dispositions. Non, vous avez posé le problème de bouche d'incendie. Oui, mais bien sûr, il faudrait déjà, puisque ça fait partie du matériel, n'est-ce pas, qui leur permettent l'eau qui est à l'intérieur, qui est contenue, fait partie donc du matériel pour désamorcer donc les incendies. J'espère tout simplement qu'ils font des rapports dans ce sens. Bon, ben maintenant, la partie qui... j'ai également regardé la sortie du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, au niveau donc de Marois. Et c'est non, oui. Oui, de Marois. Bon, le monde constate que depuis un certain temps, il est à la recherche, n'est-ce pas, de l'innovation et des solutions pour renforcer notre économie. Mais bon, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Est-ce que ça ne vient pas tard? Ça vient tard. Mais comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Et moi, je dis, je n'aimerais pas être à sa place. Hein. Pas du tout à sa place. Parce que quand vous regardez les crises dans l'extrême nord, à l'extrême nord, avec Boko Haram, nord-ouest, sud-ouest, d'ailleurs ces trois régions ont été déclarées économiquement sinistrées. En même temps, il faut le salaire du personnel de l'État. Et ce qu'il fait là, ça rentre un peu dans le cadre de la décentralisation. Mais je pense plutôt pour ma part qu'il faudrait plutôt le fédéralisme. Il faudrait responsabiliser les gens. Vous voyez, c'est lui qui est obligé donc de venir remettre les véhicules aux communes d'arrondissement. C'est vrai, c'est bien, mais il faudrait quand même que l'État central lui-même essaie de se soulager. Et puis je ne vais pas perdre aussi de vue que sa visite intervient à un moment où le RDPC est mal en point dans le Grand Nord. Il fallait la présence du ministre Motazé. Mais manifestement, attendez, moi je vais expliquer. Manifestement, le candidat du RDPC, après le fiasco, n'est-ce pas, lors de la visite du ministre d'État, secrétaire général, toujours à Marois, a cru bon, n'est-ce pas, de dépêcher sur place une figure plutôt rassurante pour le RDPC. Hein. Moi, je dis pour le RDPC. Le ministre Motazé rassure. En la personne il rassure certainement, il rassure du côté du RDPC. Ça, il faut le dire, sinon on ne l'aurait pas envoyé là-bas. Et moi, est-ce que le ministre Motazé a été envoyé pour le compte du RDPC? Oh, mais il a fait d'une pierre deux coups. La preuve, c'est que vous avez vu, il y avait plein de militants du RDPC là-bas. Hier, à l'arrivée, ouais. Et il y a même le gouverneur de la région. Le ministre Elanga Obam également. Le ministre Elanga Obam, et les Pierre, Baola Boniface. Mais écoutez, c'était tout un contexte. C'était pour répondre au ministre Tiroma et au ministre d'État Bello? Bon, vous savez, connaissant les méthodes du RDPC, c'était sans nul doute pour ça. Pour ça, il fallait une personne qui, de leur point de vue... Et la personne, pour vous, c'était le ministre Motazé? Mais je ne trahis aucun secret pour dire que son épouse est de l'extrême nord. Bah, mais voilà. Donc, si elle choisit... Je suis d'accord, mais c'est à Marois. Oui. C'est à Marois. Donc, moi, je veux tout simplement dire une chose, c'est quoi? C'est que, au niveau économique, je dis c'est une bonne chose, parce que il y a des ressources qui seront, n'est-ce pas, conservées sur place, qui n'iront plus à Yaoundé avant de revenir. Au niveau politique? Et au niveau politique, non, mais c'est clair, il a envoyé. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on connaît le président Biya. Si la sortie du SGPR avait été un succès, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu je ne suis pas sûr que le ministre Motazé serait reparti là-bas. Mais certainement, il a eu besoin, le président national du RDPC a eu besoin d'une figure rassurante. C'est pour ça qu'il a envoyé là-bas. On ne peut pas ça de vue, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que le président de la participation, M. Biya, n'est pas celui que moi je vais voter. Mais je regarde plutôt l'aspect au niveau, n'est-ce pas, économique, sécuritaire, etc., etc., parce que on fait la politique pour le bien-être des populations. Bon, vivement également que le ministre Motazé aille un peu plus loin, parce qu'il y a des niches de recettes. Okay. Il faudrait que les responsables des centres des impôts, des centres spécialisés, jouent le jeu. Puisque généralement, cet argent est retenu parce qu'ils veulent atteindre leur objectif. Il y a ce qu'ils appellent la DPO. La DPO. Il faudrait que le ministre Motazé, lui également, qu'il s'appuie dessus, qu'il soit vigilant là-dessus pour qu'il n'y ait plus de perdition au niveau de la douane. Merci. Donc, bon, etc., etc. Donc, il aille un peu plus loin. Mais de toute façon, c'est vrai, je suis en droit de dire mieux, donc, qu'il se fait tard, que c'est un peu tardif, mais en même temps, comme on dit souvent, oui.
Mieux vaut tard que jamais. Et vivement qu'il a aussi dans d'autres régions faire la même chose. Voilà, Maître Lodjo, vous réitérez votre appel. Les sapeurs-pompiers, c'est du respect. Non, ça, il faut être en tout état de cause, il faut être la mauvaise cible, selon vous. Républicain. Vraiment, je dis, malgré les pertes enregistrées, et nous associons à ces populations, à ces familles éprouvées, pour leur exprimer également notre désarroi. C'est pas voulu, c'est arrivé. On ne sait pas d'où sort le feu. Qu'à cela ne tienne, on ne devrait pas jeter la pierre sur les sapeurs-pompiers. Si c'est un mal, comprenons que c'est un mal nécessaire. Quand ça vient de Douala deuxième, ça m'écœure beaucoup parce que ça, c'est mon bastion électoral. Okay. Et vous allez voir, c'est où j'attire l'attention de la population. Quand il y aura les meetings, ceux qui sont appelés à faire les routes seront avec ces populations-là en train de manger la main dans la main. Alors que les sapeurs-pompiers ne sont pas avec vous. Donc, chère population, ressaisissez-vous. S'il y a lieu de faire amende honorable, Ngodi n'est pas loin. Allez voir le commandant, parce que vous avez suivi ce qu'il a dit. Ouais, que Douala deuxième devient une zone, disons en français facile, interdit d'accès maintenant pour les sapeurs-pompiers. Donc vraiment, je dis, c'est pas du tout beau à voir. Mais qu'est-ce que la population attend? La population ne veut pas vos explications là. La population paye des impôts. Attendez, les routes non, vous avez parlé. Arriver là-bas, il y a des niches. Monsieur Lodjo, quand vous parlez, on ne vous coupe pas. Oui, c'est la fin de l'émission, monsieur le maire. Non, je veux tout simplement dire ceci, il ne faudrait pas se plaindre des pleurs des populations. Il ne faudrait pas se plaindre des pleurs des populations. Merci. Ces populations payent des impôts. Vous devez plutôt interpeller les collectivités territoriales décentralisées. Parce que les routes dans les arrondissements, finalement, c'est les populations doivent exposer leur gourou, leur furie à ces personnes-là et non aux sapeurs. Vous avez corrigé. Merci Pierre-Paul. Et on va faire même tout ce budget-là. Merci Pierre-Paul. Merci encore. On se dit à la semaine prochaine, c'est ça? Je pense que comme je commence à être à Douala tout le temps, il est toujours très possible qu'on puisse se retrouver. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinoxe Soir. Prochain rendez-vous demain à 19h. Bonsoir, les sapeurs-pompiers.